Clémence Marc est docteure en pharmacie et diplômée de HEC Paris, chercheuse en résilience sanitaire communautaire, présidente de l'association Adastria qui alerte depuis une dizaine d'années sur les risques systémiques, notamment les scénarios d'effondrement sociétal. Vendredi 10 avril 2026, Clémence Marc présentait à la librairie Ombre Blanche Faire sans les pénuries de médicaments qui menacent nos sociétés, paru chez Actes Sud en dialogue avec Alexandre Duparc, médecin cardiologue au CHU de Toulouse. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents ce soir à la rencontre de notre invitée Clémence Marc, que nous sommes très heureux d'accueillir à la librairie pour la présentation de son livre Faire sans, les pénuries de médicaments qui menacent notre santé, et qui est publié aux éditions Actes Sud. Clémence, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation, et je remercie aussi Alexandre Duparc qui va assurer le rôle de modérateur, de discutant. Alexandre Duparc est cardiologue à l'hôpital de Rangueil, me semble. Voilà, je leur laisse la parole, je vous laisse présenter peut-être plus avant le livre et discuter autour de ce sujet passionnant et finalement assez peu connu, hors quelques clichés. Voilà. Merci beaucoup à vous et bonne rencontre. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Merci à la librairie Ombre Blanche pour l'invitation. Je suis ravi de venir parler avec vous toutes et tous de ces pénuries de médicaments et d'accueillir donc Clémence Marc qui nous fait la gentillesse de venir parler de ce sujet sur Toulouse. On va commencer. Et d'abord, on ne te connaît pas. Tu habites un peu loin. Donc, vas-y, présente-toi. D'où tu viens, comment est-ce qu'une docteure en pharmacie se retrouve à écrire un livre sur les médicaments? C'est assez intriguant. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous, et merci de vous être déplacés, vous aussi, pour venir nous écouter ce soir, et merci beaucoup à la librairie Ombre Blanche de nous offrir cette possibilité. Donc effectivement, je suis pharmacienne, et pourtant j'ai écrit un livre. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, en fait, donc je suis aujourd'hui chercheuse à Lausanne, en Suisse, et je suis originaire de Bordeaux, donc je viens pas de si loin que ça, mais effectivement en ce moment, voilà, je suis plutôt de l'autre côté des Alpes. Donc j'ai un parcours qui est assez original, parce que j'aime beaucoup changer régulièrement de métier, sinon je m'ennuie. Donc j'ai travaillé dans le conseil en stratégie pour l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé avec dans l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé avec la filière de production pharmaceutique française. Donc en fait, en changeant comme ça régulièrement d'angle, ça m'a permis d'observer cette industrie, cette filière, de plein de petites fenêtres différentes. Là où habituellement les gens ont plutôt tendance à faire carrière et à se spécialiser dans un domaine, et donc à très très bien connaître un angle. Et donc moi j'aimais changer de fenêtre, donc du coup ça m'a permis de voir tout au long, depuis la pharmacie d'officine dans laquelle j'ai travaillé quand j'étais étudiante, jusqu'à l'usine, jusqu'aux coulisses de la production quand j'ai travaillé avec cette filière là. Donc c'est ça aussi qui m'a permis du coup d'avoir cette vue d'ensemble de ce monde et de cette filière, et qui a été une des raisons pour lesquelles j'ai pu écrire ce livre. Tu as commencé quand à l'écrire ? Alors, à vraiment commencer à écrire des paragraphes, c'était début 2024. Après, l'idée me trottait déjà dans la tête depuis un petit moment, mais j'ai commencé en 2024 et j'ai écrit le gros du livre, vraiment, la plus grosse partie de février 2025 à septembre 2025. D'accord. Et l'élément déclencheur où tu t'es dit il va falloir que j'écrive un livre là, où il va falloir que je fasse quelque chose là-dessus, c'est arrivé à quelle occasion? Très tôt? C'est au cours de ce parcours un peu pas sinueux dans le bon sens du terme. À quel moment tu t'es dit voilà, il y a un truc qui va pas là, il faut que je m'implique, il va falloir que je dise haut et fort ce qui se passe pour que les choses s'améliorent? Ça s'est fait en plusieurs étapes, en fait. Je dirais que la toute première, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux perspectives de ce monde.
que j'ai découvert les questions énergie, climat, biodiversité, épuisement des ressources et tout ça. Avec ma vision de pharmacienne, du coup, de spécialiste du médicament, je me suis dit, ça, c'est un point qui n'a pas été exploré. Parce que bien souvent, dans ces milieux où on travaille justement sur ces perspectives et sur ces questions de décroissance, on pense à la mobilité, on pense à beaucoup de choses, on pense à l'alimentation, et parfois on pense un peu à la santé, mais on va rarement jusqu'au détail du médicament. Donc ça commençait déjà un peu à me trotter dans la tête parce que moi forcément mon cerveau il faisait le lien et quand je voyais ça, je projetais ces perspectives justement sur la question du médicament. Après il y a eu un premier déclic qui a été la crise du Covid. Parce que je savais que globalement dans la population générale il n'y avait pas une très bonne connaissance du médicament et encore moins de l'industrie pharmaceutique. Mais je pensais pas à ce point-là. Et je me suis rendu compte que le fait que nos concitoyens, tous, aient une très faible connaissance du médicament, c'était un terreau très fertile pour la désinformation. Et donc là, j'ai été assez horrifiée de voir ce que les gens pouvaient gober, finalement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas armés. Et effectivement, quand on regarde, on peut faire des études scientifiques, aller jusqu'à un bac scientifique, même avec une option sciences de la vie et tout ça, sans jamais entendre parler du médicament. Ne serait-ce que au moins des recos de bon usage et tout ça. Et je me suis dit, il y a vraiment un besoin de diffuser ces connaissances dans la population pour que les gens soient un peu mieux armés face à la désinformation et qu'on puisse plus leur faire croire n'importe quoi en fait. Donc vraiment, je me suis dit, là, il y a un besoin parce qu'il y avait tellement de choses qui circulaient et je me disais, il suffit de savoir juste ça pour comprendre que ça n'a pas de sens en fait. Donc ça a été le premier gros déclic où je me suis dit, là, il y a besoin d'un truc genre le médicament pour les nuls. Enfin, quelque chose qui soit hyper accessible et qui permette d'accéder à des connaissances de base sur le médicament et son utilisation. Et après, il y a eu un deuxième déclic. Ça a été quand je suis passée du côté de la production. Parce qu'avant, j'avais beaucoup travaillé avec les fonctions médicales, marketing, développement clinique des laboratoires. Et il faut savoir que c'est un monde très particulier. Donc, c'est un monde de bureaux. Ça se passe beaucoup dans les sièges. Et le monde de la production, le monde de l'usine, c'est vraiment un autre monde. Et bien souvent, ce sont des gens qui se connaissent pas, enfin qui travaillent pas forcément ensemble. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir les coulisses quand j'ai commencé à travailler avec les sites de production. Donc là, j'ai découvert ce monde-là qui n'a absolument rien à voir, qui est très loin des problématiques business et promotion du médicament, tout ça. Et là, j'ai vu comment ce monde fonctionne. J'ai découvert ces chaînes d'approvisionnement, ces façons de fonctionner, c'est toutes les optimisations qu'on peut faire. Et là, je me suis dit, merde, on a un problème. on a un vrai gros problème. Et c'est de là qu'est né, en fait, le principe de ce livre, tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire que une fois passé ce cap de bon, il y a besoin de transmettre sur le médicament, ça a été aussi le côté inquiétude, c'est-à-dire que moi je me suis dit là je suis vraiment inquiète pour l'avenir de notre approvisionnement en médicaments essentiels et donc là j'ai eu envie au-delà de transmettre des connaissances de base aux gens, j'ai eu envie de les embarquer avec moi et leur dire s'il vous plaît intéressez-vous à cette question-là parce que tant que personne s'y intéresse voilà, globalement ceux qui nous gouvernent peuvent faire un peu n'importe quoi et donc j'aimerais que les citoyens s'emparent de cette question pour éviter qu'on continue dans la direction dans laquelle on est aujourd'hui, qui, de mon point de vue, n'est pas du tout la bonne. On va en reparler. Merci beaucoup. J'en profite pour dire vraiment que les premiers chapitres du livre, ils sont absolument fondamentaux. Ils devraient être inscrits dans tous les manuels scolaires et que tu écris de façon extrêmement claire, extrêmement pédagogique. Et même moi, j'ai fait des études de médecine. Si j'avais pu avoir des profs de pharmaco qui est ton sens de la pédagogie, j'aurais passé un peu plus de temps en cours et un peu moins à jouer au tarot ou à la coinche à côté de la fac de médecine de Montpellier. Bref, il y a un point que tu décortiques et qui est peut-être aussi lié au fait que quand on est un citoyen ou une citoyenne lambda, ça paraît hyper loin, c'est le côté financier. On a l'impression que c'est une espèce de grosse machine où alors on comprend pas trop sur les chaînes d'approvisionnement, mais qu'en fait ça nous dépasse complètement.
et puis ça change tout le temps. Les entreprises, et tu le dis très bien, les entreprises qui existaient il y a quelques années, leur mode de fonctionnement financier, c'est plus du tout le même. Tu peux nous en dire 2 mots là sur la financiarisation, sur l'intégration à ce monde financier qui change tous les mois, voire toutes les semaines? Ouais. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a des professionnels de santé dans la salle? Des médecins ou des pharmaciens? On a une médecin. Ça n'arrête pas de changer, effectivement. Donc oui, bon, l'idée c'est de parler de l'industrie pharmaceutique et comment est-ce qu'elle a évolué. Je trouve que parler de l'industrie pharmaceutique, déjà pour moi ça n'a pas vraiment de sens parce que ça englobe des réalités qui peuvent être vraiment extrêmement différentes. Alors on entend beaucoup parler de Big Pharma. Donc Big Pharma, je propose une définition parce qu'il n'y en a pas d'officiel, mais globalement, ce seraient les laboratoires qui brassent des milliards et qui font beaucoup de profits. Voilà, si on fait relativement simple. Donc globalement, c'est plutôt des gros laboratoires qui sont focalisés sur l'innovation, c'est-à-dire qui soit font de la recherche en interne, soit internalisent des petites startups qui ont trouvé des trucs intéressants et dont l'objectif est de vendre des nouveaux médicaments le plus cher possible. Donc il y en a quelques-uns et c'est ceux qui finalement prennent toute la lumière parce que c'est souvent ceux qu'on connaît, c'est ceux dont on entend parler et finalement ils représentent qu'une petite partie de ce qui s'appelle l'industrie pharmaceutique, dans le sens les établissements pharmaceutiques sont ceux qui produisent des médicaments tout simplement. Et donc il y en a plein d'autres. Alors il y en a d'autres qui brassent des milliards aussi mais qui font très peu de profit, c'est les grands génériqueurs. Donc ça, vous en connaissez peut-être quelques-uns, genre les Merck, Teva, pour parler de ceux qui sont internationaux. Oh, salut Mickaël. Pardon. Et donc ceux-là aussi brassent des sommes d'argent incroyables parce qu'ils produisent énormément de volume. En revanche, ils ont des marges de fonctionnement qui sont très très faibles. C'est vraiment pas des entreprises qui sont très profitables. Et pourtant, ils font partie de ceux qui sont nos principaux fournisseurs de médicaments essentiels. Et puis après, vous en avez d'autres, plus ou moins grands. Et surtout, j'aime bien parler de quand on passe sous le niveau de l'eau, on imagine il y a la pointe de l'iceberg qu'on voit qui est très visible, qui est Big Pharma. Et quand on passe en dessous du niveau de l'eau, il y a plein d'entreprises qu'on ne connaît pas, et notamment le monde des façonniers. Bien souvent, les gens me disent « j'ai découvert le monde des façonniers dans ton livre ». Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui fabriquent des médicaments pour d'autres laboratoires, donc des prestataires de production. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas leur nom sur la boîte. Et il y en a énormément, et on ne se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de médicaments. Alors, on n'a pas des données qui sont consolidées pour l'ensemble des médicaments qu'on utilise, mais parmi les nouveaux médicaments qui sortent chaque année, il y en a plus de la moitié pour lesquels la production est externalisée. C'est-à-dire que c'est confié donc à un prestataire de production, donc à un façonnier. Donc tout cela, voilà, vous les connaissez pas parce qu'il y aura jamais le nom sur la boîte. Éventuellement, si vous fouillez un peu à la fin de la notice, peut-être que vous verrez leur nom apparaître, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça aussi, sont des entreprises qui fonctionnent avec des marges qui sont assez réduites. Il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Europe. Et contrairement à ce qu'on pense, d'ailleurs, la majorité de nos médicaments sont fabriqués en Europe. En revanche, les principes actifs, eux, donc les ingrédients essentiels qu'on trouve dans les médicaments, eux, sont plutôt importés depuis l'étranger. Mais donc, il y a une réalité qui est en fait plein de réalités qui sont très différentes. Vous avez aussi des structures publiques. Et ça, on l'oublie souvent. L'établissement français du sang, c'est l'établissement officiel, public, qui produit tous les produits sanguins labiles. Donc les poches de l'écule globulaire, le plasma, tout ça. Donc ça, c'est un établissement public. C'est aussi un établissement pharmaceutique. Vous avez aussi le LFB, le laboratoire des fractionnements et des biotechnologies, qui lui produit des médicaments dérivés du sang, donc qui se fournit en sang auprès de l'EFS et qui fait des facteurs de coagulation, enfin pas mal de choses, du fibrinogène, tout ça. Donc vous avez aussi la pharmacie centrale des armées, qui est une structure publique aussi, et qui produit tout plein de médicaments, alors principalement à destination de nos soldats. Donc c'est une entreprise pharmaceutique dont l'objectif est surtout de produire des médicaments qui n'ont pas d'AMM en fait, qui ne sont pas utilisés dans le civil, mais qui en tout cas ont cette capacité-là. Donc il y a plein de réalités. Vous voyez, parler de l'industrie pharmaceutique, pour moi ça n'a pas trop de sens parce que ça peut être plein de choses et plein de modèles économiques différents. Et tu parlais de financiarisation, effectivement. Du coup, parmi ces différents modèles, il y en a certains,
et en particulier donc justement les façonniers, aussi des génériqueurs, qui se sont mis à intéresser des gens, des fonds d'investissement, dont la santé n'est pas forcément le métier, mais qui sont intéressés aujourd'hui à racheter ce type de structure pour en optimiser le fonctionnement toujours, pour essayer d'en dégager du profit. Et c'est la raison pour laquelle, notamment Opella Pharma, donc, qui était une filiale de Sanofi, celle qui contient notamment Doliprane, le premier médicament consommé par les Français, a été vendu donc à un fonds d'investissement américain. Et puis plus récemment, Biogarant, donc la filiale générique du laboratoire Servier, qui a été vendue à un fonds d'investissement britannique. Alors pourquoi elle a été vendue à un fonds d'investissement britannique? Et est-ce que c'est une bonne idée? Alors pourquoi ça a été vendu? Tout simplement parce que ces laboratoires-là se spécialisent. Et en l'occurrence, comme je disais, Big Pharma, l'idée c'est de brasser beaucoup d'argent, mais c'est aussi de faire beaucoup de profit. Or, comme les prix du médicament, alors ils sont administrés en France et ils baissent régulièrement, un produit qui est très profitable au début de sa vie l'est beaucoup moins à la fin de sa vie et encore moins quand il est génériqué. Donc en fait, les laboratoires ont cette tendance à se débarrasser des produits qui sont moins profitables, des produits souvent matures. Et c'est exactement ce qu'a fait Sanofi, c'est-à-dire qu'il les a mis dans une structure qu'il a appelée Opella Pharma. Il a mis dedans tous ces vieux produits qui font des marges assez limitées pour ensuite se débarrasser d'Opella Pharma, la revendre. Pourquoi? Pour se concentrer sur l'innovation. C'est-à-dire ce qui permet de dégager une marge de 15 à 30%, une marge nette de 15 à 30%. Donc ça, c'est des questions qui sont purement financières, c'est-à-dire c'est pour plaire aux actionnaires, j'ai envie de dire, en tout cas pour attirer des investissements qu'ils essaient de présenter toujours de meilleures marges. Donc on se débarrasse de ces produits. Et donc je pense que c'est pas du tout une bonne chose. Alors c'est pas la question de la stratégie de Sanofi ou de Servier qui choisit de se concentrer sur l'innovation. Je pense que c'est pas une bonne chose pour nous, en fait, pour nous patients et patientes français. Pourquoi? Parce que ce sont de purs financiers qui ont repris le pilotage de médicaments qui sont essentiels pour nous. Alors la gamme Doliprane, effectivement, dans le cas d'Opella Pharma. Mais dans le cas de Biogarant, donc Biogarant, c'est le premier fournisseur de générique des patients français. Donc, c'est notre premier fournisseur de médicaments essentiels, qui est une filiale purement française, qui en plus, alors qui n'a aucune usine, qui fait tout faire par des façonniers, mais majoritairement en France et quasi exclusivement en Europe. Donc, c'était un acteur précieux, en fait, de notre santé. Très très important pour notre approvisionnement en médicaments essentiels et qui donc a été cédé à un fonds d'investissement dont le seul objectif est de faire du profit. Ce sont des opérations financières, on va pas s'en cacher. Donc ils rachètent des boîtes, ils vont avec l'espoir d'optimiser certaines choses et d'en tirer du profit pour les revendre à plus ou moins long terme. Un indice, dans la communication qui a été faite, parce que donc cette vente, elle s'est faite avec la complicité de notre gouvernement, du ministre de l'Industrie, ils ont autorisé cette vente. Mais ce que j'ai trouvé fabuleux quand même, c'est que ils se sont quand même justifiés dans la presse. Si vous avez vu ça passer, c'était fin janvier, c'était peu après l'impression du livre. Ils se sont justifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on reconnaît que c'est quand même un acteur essentiel, Biogarant, notre premier fournisseur de médicaments essentiels. Donc, ils le reconnaissent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont mis des garde-fous. Donc, ils ont dit oui, mais on a tout blindé. Genre, ils s'engagent à ne pas déplacer le siège, ils s'engagent à pas modifier certains approvisionnements, etc. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. On en est là. C'est-à-dire que, je vais vous faire une comparaison un peu foireuse, excusez-moi par avance, mais je pense que ça parle bien. Imaginez votre conjoint qui vient et qui vous dit « C'est bon, j'ai trouvé une personne pour garder notre petite fille, notre petit bébé. Bon, c'est un pédophile notoire, mais j'ai blindé le contrat. » Vous voyez le truc? C'est à quel moment est-ce qu'on trouve normal que nos gouvernants, en fait, acceptent une vente, mais aient besoin de mettre des garde-fous? Ce serait bien de choisir quelqu'un qui n'est pas pédophile, non? Il me semble. Et donc, en fait, ça pose cette question de comment ça se fait qu'on reconnaisse l'intérêt hyper stratégique de cette entreprise, mais qu'on la cède à un fonds d'investissement étranger de surcroît.
Et ça, je pense que c'est une question complètement idéologique, c'est-à-dire qu'on s'est tellement habitué à voir des entreprises essentielles vendues à l'étranger et tout ça, qu'on réagit même plus. On ne devrait pas accepter d'être obligé de blinder des contrats, en fait. Moi, ma position, je pense que c'est l'État qui devait reprendre Biogarant parce que c'était une plateforme absolument parfaite et que je suis convaincue qu'ils finiront par le faire. Mais plus tard, ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Ça nous coûtera plus cher. Entre-temps, ça aura été sûrement un peu déplumé et encore fragilisé. Merci, Bref. je peux peut-être témoigner. Moi, je suis médecin à l'hôpital en cardiologie. 95% de mes prescriptions, c'est ce que tu appelles des vieux médicaments. Donc les vieux médicaments, c'est pas ceux dont on entend parler le plus à la télé ou dans les journaux, mais c'est ceux qui permettent, on est une trentaine là, il y a forcément des gens qui sont sous traitement. Si on a de la tension, si on a du cholestérol, du diabète, pour parler que des problèmes cardiaques, si on a eu une artère bouchée, les médicaments qui vous sauvent la vie au quotidien, c'est exactement ces vieux médicaments. Alors, tu peux expliquer un peu par rapport à ces nouveaux, les nouvelles technologies, les nouveaux médicaments qui sont si chers, dont on parle autant, un petit peu la logique, parce que tu le décris très bien dans ton livre, on a l'impression que c'est cher et il n'y a pas de raison. En fait, s'il y a des raisons, et la médiatisation, voilà, le prix de ces médicaments et la médiatisation, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Ouais, merci d'avoir souligné ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on dit vieux médicaments et c'est pas péjoratif en médecine, au contraire. Bien souvent, un médicament qui est sur le marché depuis longtemps, donc on pourrait qualifier de vieux, c'est un médicament déjà qu'on connaît bien, sur lequel on a beaucoup de recul, à la fois sur l'efficacité, mais surtout sur la tolérance. Et c'est souvent des médicaments qui vont être en première intention dans les protocoles de prise en charge d'un certain nombre de maladies. Très souvent, si on prend la pathologie infectieuse, par exemple, la première ligne, c'est l'amoxicilline. Le tout dernier antibiotique tout neuf, tout ça, on va le garder plutôt en dernier recours. On commence toujours par la première ligne. Et bien souvent, ces médicaments essentiels sont des vieux médicaments, effectivement. Et ce sont aussi ceux qui sont le plus à risque de pénurie. Parce que globalement, tout médicament est à risque de pénurie. Mais quand même, ceux qui connaissent des pénuries, ils ont 2 choses en commun. La première, c'est que dans plus de 98% des cas, ce sont des médicaments qui sont sur le marché depuis plus de 10 ans. Donc c'est ce que tu disais, c'est-à-dire des médicaments qui sont entre guillemets vieux. Pourquoi ? Parce que bien souvent, ils arrivent au moment où leur brevet tombe. Et donc, c'est des médicaments qui sont génériqués et voilà, pour lesquels il y a toute une concurrence qui se met en place. Bref, on en reparlera. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils ont en commun, dans 80% des cas, c'est un prix de sortie d'usine qui est inférieur à 5 €. Donc voilà, on a tout dit, c'est-à-dire que les médicaments qui connaissent des pénuries sont des médicaments qui sont vieux et pas chers. Voilà, pour simplifier un peu ça. Donc si on revient sur la question de mais ce prix, du coup, d'où est-ce qu'il sort, comment est-ce qu'il est calculé ? Donc en fait, au moment de la sortie d'un médicament, le laboratoire qui l'a développé, donc un médicament innovant, le laboratoire qui l'a développé va négocier avec les autorités de santé, notamment avec le Comité économique des produits de santé, qui va lui attribuer un prix. C'est-à-dire que ce ne sont pas les laboratoires qui choisissent à quel prix ils vendent leurs produits en France. Tous les prix sont administrés. Et donc, en fait, ce prix, il va être calculé sur ce qu'on va appeler le bénéfice thérapeutique, c'est-à-dire ce que le médicament apporte, et notamment les économies que le médicament permet de faire par rapport à ce qui existe déjà. Donc on est plutôt sur une logique donc comme je vous le disais, de rémunérer et de valoriser un apport thérapeutique. Et donc en fait, par ce biais-là, ce qu'on valorise, c'est la recherche qui a été effectuée. Donc là, dans cette première phase, le laboratoire lui cherche en fait à un retour sur investissement de l'investissement qu'il a fait dans ce médicament. Il faut savoir qu'un nouveau médicament, en moyenne aujourd'hui, c'est 1 milliard d'investissement. C'est-à-dire que le laboratoire doit investir 1 milliard avant même de vendre la première boîte de médicaments. Donc vous voyez l'enjeu que ça représente. Donc le moment du lancement, c'est un moment clé pour un laboratoire parce que c'est là qu'il va essayer de négocier le meilleur prix possible pour son nouveau médicament, pour déjà rentabiliser la recherche et éventuellement faire 20 à 30% de marge, ce serait pas mal aussi au passage. Donc ça, c'est le tout début de la vie du médicament. Et après, au moment où il négocie ce prix avec les autorités, il y a tout un contrat
qui est signé, et avec notamment des étapes de baisse de prix. Voilà, donc régulièrement, il y a tout un contrat qui va à la fois inclure des échéances de baisse de prix, mais aussi des remises sur des volumes, c'est-à-dire que si le médicament a par exemple beaucoup plus de succès que ce qui avait été prévu, le laboratoire va devoir reverser une partie de ses bénéfices. Pourquoi ? Parce que le prix qui est attribué est en fonction des volumes qu'on estime. C'est-à-dire en fonction du nombre de patients cibles qu'on a identifiés, donc qui pourraient bénéficier de ce médicament. Donc si effectivement il a plus de succès que prévu, il rembourse une partie à la Sécu, pour faire très simple. Et après, au fur et à mesure de sa vie, il va y avoir d'autres échéances, et notamment le moment de l'échéance du brevet. Donc la fin de cette période d'exclusivité commerciale. Donc en général, c'est le brevet qui protège le principe actif du médicament. Donc c'est la fin de cette période où le laboratoire qui l'a développé est le seul à pouvoir le vendre. À partir de là, tout le monde peut produire des médicaments avec ce principe actif à l'intérieur. Donc dans le cas des médicaments chimiques, c'est le moment de l'arrivée des génériques. Et donc ça, c'est un moment vraiment clé pour le médicament. Et c'est un moment d'une baisse de prix importante. Les génériques arrivent avec moins 60% du prix qui avait déjà été baissé plusieurs fois au cours des 10-12 ans de vie du produit. Et le prix du princeps est baissé aussi. Mais c'est surtout un moment de bascule. Et ce moment-là, en fait, est important à garder en tête dans les dynamiques de délocalisation. Parce que souvent, quand on nous parle de délocalisation, on imagine l'usine qu'on transférerait en Chine. On a souvent ça en tête. Alors, c'est arrivé, et ça arrive encore. Mais il y a autre chose qui s'est produit, notamment la délocalisation de nos achats. Pourquoi ? Parce que quand les génériques arrivent, en l'espace de très peu de temps, tout simplement, en fait, on n'achète plus le produit original. Il est remplacé à une vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, pour les médicaments pour lesquels il y a des génériques en France, on est à plus de 90% de substitution par le pharmacien. C'est-à-dire quand le médecin vous a prescrit le nom du médicament original, on vous donne le générique à la place. Et en fait, la substitution, maintenant, c'est devenu général, c'est devenu un réflexe. Et donc, en fait, à partir du moment où les génériques arrivent, en général, tout simplement, on n'achète plus le médicament original. Donc, c'est pas que le labo arrête de le produire ou qu'il délocalise, c'est juste qu'il ne le vend plus. Et à la place, on va acheter des génériques qui, beaucoup plus souvent, viennent alors de pays asiatiques en général, en tout cas viennent d'ailleurs. Donc il y a vraiment une délocalisation de notre façon de choisir les médicaments. Alors nous, je dis pas patient parce que nous, on choisit pas grand-chose dans l'histoire, mais c'est vraiment en fait la façon dont le modèle économique a été conçu qui fait que du coup, on passe, d'un point de vue général, on passe à l'achat de génériques. Ok, merci. Voilà. On va peut-être aborder maintenant les causes des pénuries. Donc, tu as parlé de la délocalisation. Je te laisse développer. Ouais. Pourquoi est-ce que de temps en temps, nous en cardiologie, il y a 2 ans, il y a un médicament qui s'appelle la flécaïne qui est prescrit hyper largement. Et du jour au lendemain, on n'a plus pu. Les patients nous rappelaient en nous disant je suis allé à la pharmacie, il ne l'avait pas, je suis allé à celle d'à côté. Bon, voilà. Et ça paraissait complètement incroyable il y a 10 ou 15 ans. Et en fait, maintenant, ça arrive. Voilà. Alors pourquoi ? Ça va être long là encore. Tu me fais des questions hyper larges. Alors, dans les grandes causes des pénuries aujourd'hui, donc je vous ai parlé de ce que tous les médicaments qui connaissent des pénuries ont en commun, donc ils sont vieux et ils sont pas chers. Mais dans les grandes causes, qu'est-ce qu'on a ? La première cause, elle est purement quantitative en fait. C'est juste que la production est globalement insuffisante. Alors pourquoi ? Parce que le marché du médicament a littéralement explosé sur ces 2 dernières décennies, depuis le début de ce nouveau siècle. Donc ce marché, il a fait x15 en 50 ans et il a fait un peu plus de x4 juste depuis le début du 21e siècle. C'est absolument énorme. Donc c'est pour ça que je qualifie ça d'explosion parce que c'est vraiment une augmentation très 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 forte de ce marché, alors même qu'en parallèle se sont développées les pénuries partout dans le monde. Donc en plus on peut imaginer que si l'industrie avait réussi à produire, le marché aurait été encore plus important. Mais la première chose c'est que donc on a eu une explosion de la demande, ce qui dans le fond est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'était le symptôme du fait qu'il y a des millions de patients et de patientes dans le monde qui ont pu enfin accéder à plein de médicaments de base, notamment avec l'arrivée des génériques.
Donc sur le fond, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, on a une industrie qui a beaucoup d'inertie. C'est-à-dire qu'il faut 5 à 8 ans pour développer une nouvelle capacité de production pharmaceutique. Donc vous imaginez quand d'un côté, vous avez la demande d'un médicament qui peut genre doubler en 1 ou 2 ans, et de l'autre côté, qu'il faut 5 à 8 ans pour construire une nouvelle usine ou une nouvelle ligne de production. Donc on comprend bien qu'en fait, cette industrie, elle court après la demande depuis déjà pas mal d'années, et on n'arrive pas à suivre. Donc ça, c'est la première et la cause la plus basique en fait de ces pénuries, c'est qu'il y a des moments où il n'y a juste pas assez de certains médicaments pour tout le monde dans le monde. Donc première cause. Et après, les autres causes, c'est plutôt dans la façon dont on a en fait fragilisé ces chaînes, notamment sur ces 25 dernières années. Il y a 25 ans, l'industrie pharmaceutique donc était pas du tout la même. On avait déjà des très grands laboratoires parce qu'il y avait déjà des bonnes dynamiques de rachat et d'absorption et tout ça. Mais on avait encore des laboratoires qui avaient des portefeuilles qui étaient très hétérogènes. C'est-à-dire que vous aviez des super innovations qui rapportaient beaucoup et on avait encore ce qu'on appelait les produits matures. C'était avant l'arrivée des génériques. Donc c'était des produits dont on faisait même plus la promotion, il n'y avait plus besoin, ils étaient tellement ancrés dans les habitudes de prescription des médecins que c'était plus nécessaire, et dont les prix avaient énormément baissé puisque le prix baisse tout au long de la vie d'un médicament, donc qui valait plus grand chose mais qui rapportait quand même un petit peu. Donc on avait des portefeuilles qui étaient très hétérogènes et on avait les moyens notamment de continuer de soutenir la production de médicaments qui étaient beaucoup moins profitables que d'autres. Et on avait les moyens encore d'investir dans la robustesse en fait de la production. Donc la robustesse de la production, ça passe par plein de choses. Ça passe par le fait, par exemple, de ne pas avoir une seule usine qui produit le médicament, mais d'en avoir 2-3 dans le monde. Ça passe par le fait d'avoir une usine qui ne tourne pas à 100% tout le temps. Une usine qui est à genre 70-80% de sa capacité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais il y a d'un seul coup la demande qui augmente, donc hop, une épidémie qui arrive par exemple, ça veut dire que là on a la possibilité, il nous reste de la marge de manœuvre pour se dire bah tiens, on va augmenter un peu la production de tel médicament dont on va avoir besoin. Et c'était aussi une époque où, parce que les marges étaient encore bonnes, on avait les moyens aussi de diversifier nos achats, donc d'avoir plusieurs fournisseurs, alors de principes actifs, on y pense en premier, mais aussi d'articles de conditionnement, par exemple d'aluminium, de verre, bref, de tous les ingrédients. Et en fait, donc, depuis cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont passées que des baisses de prix de plus en plus importantes, parce que la France fonctionne avec un système, un modèle économique qui ne pense que la baisse. Et un système pour lequel on n'a jamais défini de seuil. C'est-à-dire que là, je pense qu'on arrive au bout complètement de ce modèle économique. On arrive à un moment où on a des produits, y compris de première nécessité, pour lesquels le prix en sortie d'usine est inférieur à 1 €. Et donc on se dit, mais il y a un moment, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et on n'a jamais pensé la fin de ce système-là. Et donc pour les médicaments les plus vieux, les plus essentiels, on arrive à des prix qui sont extrêmement bas. Donc, et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à pouvoir fournir une boîte comme par exemple les Feralgan ou le Doliprane à 76 centimes en sortie d'usine ? Eh ben en fait, on a optimisé. Parce que cette pression économique, elle a conduit à la recherche de performance. Chez tous les acteurs, d'ailleurs, chez les grands laboratoires comme chez les génériqueurs, même si peut-être un peu plus chez les génériqueurs. Mais globalement, on a cherché du coup à essayer de faire des économies dans tous les sens. Et comment est-ce qu'on fait des économies ? Là où on avait 3 usines, on va préférer concentrer toutes les compétences et les capacités sur une seule usine. Là où on avait de nombreux fournisseurs, on va aussi concentrer les volumes, acheter plus chez un fournisseur, ça vous permet d'obtenir un rabais sur le prix et donc d'avoir éventuellement le produit un petit peu moins cher. Et on a aussi fractionné en fait cette chaîne. Si vous avez plusieurs étapes, par exemple, pour la production d'un médicament, là aussi, on va se dire, cette étape-là, on va la concentrer exclusivement sur une usine. Là aussi, ça permet de concentrer les compétences, d'optimiser l'utilisation des machines spécifiques pour cette étape, et ça vous permet de faire des économies. Et puis sinon, il y a aussi la possibilité de délocaliser les achats et de se dire, on va acheter, allez hop, notre principe actif 40% moins cher en Chine ou en Inde. Donc en fait, pendant un peu plus de 2 décennies,
pour cette recherche de performance, on a concentré, hyper spécialisé, et donc en fait, on a fragilisé ces chaînes de production. Ce qui fait qu'on arrive maintenant à un moment où ces chaînes sont si fragiles que le moindre petit pépin, le moindre petit grain de sable dans la machine, donne tout au bout de la chaîne des pénuries au comptoir de la pharmacie. Et est-ce que ces mécanismes que tu décris, on imagine qu'ils existent aussi dans les autres pays, ou en tout cas de l'OCDE, les pays riches pour lesquels les pénuries de médicaments ne devraient pas exister en soi. Comment ça marche à l'étranger? Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce qu'un patient ou une patiente française est en concurrence avec un sujet qui va habiter aux États-Unis ou en Italie? Comment ça marche? Pourquoi est-ce que les laboratoires vont choisir d'aller dans tel ou tel pays et au bout du compte, créer une pénurie dans un autre? Alors, la première chose à rappeler, c'est que aujourd'hui, notre approvisionnement en médicaments, il est quasi exclusivement privé. Donc, je vous ai cité les quelques exemples de production publique au début, mais globalement, on a confié vraiment la production de nos médicaments, y compris essentiels, à des acteurs privés, donc des entreprises à but lucratif. Alors, je ne pense pas qu'on l'ait fait consciemment, ça s'est fait au cours de l'histoire, mais c'est une réalité à garder en tête aujourd'hui, c'est-à-dire que ces acteurs privés donc, sont à but lucratif, c'est leur raison d'être. Et donc, en fait, au-delà de la question de la recherche de profit, c'est des acteurs qui doivent rester rentables, parce que sinon, ils meurent. Voilà, ce sont des entreprises privées, donc personne ne va venir les rattraper. Donc, ils ont cet objectif-là. Et effectivement, quand on arrive à des prix qui sont relativement bas, il y a une concurrence qui commence à émerger, surtout quand on est sur un marché qui est devenu maintenant complètement mondialisé. Il y a une concurrence, en fait, entre les clients. Donc, tous les pays du monde aujourd'hui connaissent des pénuries. C'est pas une spécificité française. Les États-Unis ont des problèmes de pénurie depuis au moins aussi longtemps que nous. Les autres pays d'Europe aussi. Et pourtant, les modèles économiques sont très différents. Donc, comme quoi, ça n'est pas qu'une question économique, ça n'est pas qu'un problème de prix, mais c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre. Et donc, pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont en commun, tous ces pays, et enfin toutes ces sociétés, c'est cette recherche de la performance. C'est ça qui a fragilisé nos chaînes d'approvisionnement. Et si je prends l'exemple des États-Unis, États-Unis où les prix des médicaments ne sont pas administrés, d'accord ? Donc on le prend souvent en exemple. Moi, j'ai souvent entendu des gens dire bah non, c'est pas un problème de prix les pénuries de médicaments parce que sinon il y aurait pas de pénurie aux États-Unis. Alors, c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que on trouve tous les extrêmes aux États-Unis. Vous avez d'un côté les innovations dont les prix sont libres et sont souvent mais complètement stratosphériques. C'est en général en moyenne x3 par rapport à l'Europe et encore plus par rapport à la France et jusqu'à x10. Donc, c'est des prix qui sont complètement délirants. Donc, je vous rappelle que les laboratoires qui les ont développés sont dans une position d'exclusivité commerciale à ce moment-là. Et de l'autre côté, après la chute des brevets, là, on a des produits, donc des produits notamment génériques, qui sont même moins chers qu'en Europe. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'est le premier marché mondial. Donc, c'est le marché sur lequel tout le monde veut être. Et c'est le marché sur lequel, dès que le brevet est tombé et que tout le monde peut produire le médicament, tout le monde se jette dessus et il se livre une guerre de prix terrible. Et donc, en fait, vous avez des prix qui sont très, très bas. Et c'est aussi sur ces produits-là que les États-Unis ont des gros problèmes de pénurie. Ok. Et alors, dans ces cas-là, la question d'après, est-ce que la santé est compatible avec le capitalisme ? Direct, comme ça. C'est la suite. Donc là, en fait, juste pour terminer, ça introduit ça introduit la question de l'attractivité. Parce que on en arrive à cette problématique-là. Comme tu le soulignais, du coup, il y a un moment où ces labos qui, globalement, ont pas de quoi offrir à tout le monde et qui sont des structures qui ont besoin de faire de l'argent pour continuer de vivre, donc nécessairement vont commencer à s'orienter vers les pays dans lesquels ils ont le plus de perspectives, les meilleures perspectives financières. Donc après, c'est pas forcément toujours le meilleur prix parce qu'il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais bien sûr que le prix est une des composantes. Donc j'aime bien dans ce cas-là prendre l'exemple de la Suisse parce que la Suisse a des prix de médicaments qui sont plus élevés, beaucoup plus élevés que chez nous, mais ils ont des gros problèmes de pénurie eux aussi parce qu'ils sont un tout petit marché.
Et donc, forcément, quand on multiplie par le volume, on se fait globalement moins d'argent sur un petit marché, même si le prix est meilleur. Puis en plus, il y a des petites contraintes réglementaires supplémentaires. Donc en fait, tout ça, ça joue. Et ce qui nous protège encore aujourd'hui en France, c'est le fait qu'on ait un gros marché. Alors on fait 3% au niveau mondial, mais on reste quand même un gros marché du médicament. Et donc les volumes nous protègent encore un peu aujourd'hui, mais on a des prix qui sont inférieurs à nos voisins. Ce qui est problématique. Et à chaque fois qu'on rajoute des contraintes supplémentaires, ça se transforme en coût. Je pense aux obligations de stock. C'est une bonne chose d'avoir mis des obligations de stock de médicaments sur le territoire. Mais c'est à double tranchant. Parce que stocker des médicaments, ça coûte. Parce qu'il faut les stocker dans des conditions bien spécifiques, de température, d'humidité, tout ce que vous voulez et tout ça. Et donc, quand vous vendez un générique et que vous faites 1% de marge, quand on commence à vous rajouter des contraintes de sérialisation, puis de stock sur le territoire et tout ça, il y a un moment où vous faites votre calcul et vous dites, c'est peut-être plus rentable, en fait, de fournir la France. Donc, la question de l'attractivité, qui intègre le prix en premier lieu, mais pas seulement, est une question qui se pose de plus en plus, ouais. Bon, t'as pas voulu répondre sur le capitalisme. Si, mais on peut embrayer là-dessus si tu veux. Parce que je suis assez d'accord avec ta provocation. Je pense qu'en fait, je ne mettrai pas forcément l'ensemble de la santé, mais en tout cas, les médicaments essentiels, je pense qu'ils doivent être sortis des dures lois du marché. Voilà, même au-delà de la question juste du capitalisme, du marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la première chose dont ont besoin ces vieux médicaments, ces médicaments essentiels, c'est qu'on arrête de vouloir faire de l'argent sur leur dos. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de faire de l'argent sur leur dos, c'est en fragilisant leur chaîne de production. Il faut qu'on arrête de faire ça, parce que là, on a atteint un niveau de fragilité qui est extrême. Donc, on le voit avec la multiplication des pénuries. Donc, je pense qu'il faut vraiment arrêter ça, sortir ces médicaments-là de logique de lucrativité. Et donc moi, personnellement, je plaide pour qu'on crée, en tout cas en France, un établissement français du médicament qui ait au moins un pilotage public de la production des médicaments les plus essentiels. Donc j'aurais aimé qu'on rachète Biogarant, en tout cas que l'État soit devenu majoritaire et qu'on puisse avoir un établissement qui ait la possibilité de produire à prix coûtant. Tout simplement, pour nous fournir en médicaments essentiels. Donc là en plus, j'évoque un niveau national. Je pense qu'il y a une stratégie plus globale à avoir aussi grâce à l'Europe, parce que pour ces médicaments hyper essentiels, je pense que vraiment, il faut qu'il y ait une logique souverainiste, clairement, et une protection régalienne. Je vois pas ça comme un problème au niveau européen. Au contraire, pourquoi ? Parce que si tous les pays pouvaient faire ça, ça veut dire qu'on recréerait des redondances au niveau européen. Et ça, c'est de la robustesse. Si les 30 ou 50 médicaments qu'on considère comme vraiment essentiels, chaque pays était responsable au moins d'une partie de sa production, ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de robustesse. Et au-delà de ces médicaments-là, on pourrait aller plus largement. Nous, la liste des médicaments essentiels en France, c'est un peu plus de 600 médicaments, donc c'est vraiment beaucoup. Mais on peut tout à fait envisager une souveraineté pour ce plus grand nombre de médicaments, mais à un niveau beaucoup plus large, réparti sur tout le territoire européen, en fait. Donc on pourra avoir 2 échelles de protection. Mais en tout cas, pour les médicaments essentiels, je pense clairement qu'il faut les sortir de ces dynamiques de lucrativité. Ouais. Ok, on a beaucoup parlé de production, de répondre à la demande. Un des problèmes aussi, c'est la demande. Donc, tu as parlé de l'augmentation de la demande liée à l'accès aux soins à des pays, et ça, c'est très bien. Mais il y a également une augmentation des pathologies. Nous, on le voit sur le plan cardiovasculaire, en termes de cancer, avec le vieillissement de la population aussi. Et donc, je te remercie d'aborder dans ton bouquin, de ne pas rester sur le côté médicaments, mais de parler du manque de prévention. Voilà. Si le médicament, s'il n'y a pas de patient, les pénuries de médicaments, c'est moins un problème. Voilà. Donc là, vraiment, tu insistes là-dessus. Et j'aimerais bien t'entendre un peu là-dessus. Là. Ouais, donc comme je disais, la première cause, elle est purement quantitative. Si on pouvait avoir moins besoin de médicaments, il y a des chances pour qu'on ait moins de problèmes de pénurie. Donc tout simplement. Voilà, c'est un peu évident, mais c'est quand même bien de le dire. Et effectivement, alors je disais tout à l'heure que c'était une bonne nouvelle, l'accès à tous ces patients dans le monde aux médicaments. Oui, c'est vrai. Et en même temps, malheureusement, avec les médicaments, on a aussi exporté la malbouffe, notre sédentarité, enfin tous les travers de nos modes de vie.
parce que du coup, ces populations, elles sont aussi devenues diabétiques, hypertendues, enfin bref, toutes les pathologies chroniques en fait se sont développées avec l'arrivée des médicaments qui vont avec. Et donc oui, je pense que la première chose à faire, alors pour lutter entre guillemets contre les pénuries de médicaments, c'est d'effectivement prendre soin de notre santé. Donc c'est déjà la promotion de la santé, ensuite effectivement la prévention. Et c'est pour ça que moi, tu as remarqué, je revenais toujours sur les médicaments les plus essentiels, parce que je pense qu'il y en a aussi beaucoup dont on pourrait se passer si on arrêtait de s'empoisonner. Tu évoquais les cancers aussi. Donc on a un vrai problème dans cette société où en fait on nourrit les maladies concrètement. On n'arrive vraiment pas à se protéger. On n'arrive pas à réglementer le sucre dans les aliments. On n'arrive pas à avoir un modèle alimentaire acceptable. Aujourd'hui, ça coûte malheureusement beaucoup moins cher aux gens de manger de la merde. Hein. Les produits ultra transformés sont beaucoup moins chers. Plus les produits sont sucrés, souvent moins ils sont chers. On marche sur la tête. Parce que du coup, derrière, on est obligé de mettre des milliards pour financer la prise en charge et les soins de patients de gens qu'on a rendus malades en fait. Donc on a un vrai problème sociétal de ce côté-là. Donc il serait temps qu'effectivement qu'on arrête de s'empoisonner. Et malheureusement, c'est pas la direction que je nous vois prendre. Parce qu'aujourd'hui encore, pour des questions de compétitivité, on essaie de réintroduire plein de produits toxiques, plein de pesticides, pour arriver à tenir la concurrence sur notre alimentation notamment. Je vous renvoie à ce titre au livre de Jean-David Zetoun qui s'appelle « Le suicide de l'espèce ». Le titre n'est pas engageant, mais c'est un bouquin qui est absolument fondamental pour justement comprendre les mécanismes qui font pourquoi est-ce qu'on est malade et pourquoi est-ce qu'on l'est de plus en plus, alors qu'on a à côté une médecine qui est de plus en plus technique et performante. Vraiment, voilà, Jean-David Zetoun, lisez-le. Il nous reste un petit peu de temps. Ça fait suite justement à toutes ces productions pathogènes. On s'achemine doucement quand même vers un monde à plus 3, plus 4 degrés. Ça va impacter le soin, ça va impacter la production de médicaments. Tu en parles aussi, c'est quand même important parce que ça va arriver et il n'y a pas grand-chose qui est fait pour que ça n'arrive pas. Comment est-ce que ça va se passer et comment est-ce qu'on peut se préparer d'abord, comment est-ce que ça va se passer sur nos productions de médicaments, le réchauffement climatique, les pénuries en eau, les pénuries ou les tensions sur les matières premières? Alors, à court terme, en fait, ce sera juste la même chose, mais en pire. Parce que globalement, ce que ça va faire, c'est que ça va venir nourrir tout ce qui fait qu'on a des pénuries aujourd'hui. C'est-à-dire potentiellement augmenter la demande. Je pense au risque de pandémie, par exemple. Ça va aussi venir fragiliser les chaînes d'approvisionnement. Donc typiquement, plus d'ouragans qui risquent de toucher des sites de production. Pour les médicaments qui dépendent d'une filière agricole, tous les épisodes de sécheresse, de canicule, d'inondation qui viennent impacter les rendements agricoles peuvent potentiellement aussi impacter les rendements de certaines plantes qui sont nécessaires à la production de certains médicaments. Je balance des exemples comme ça, mais en fait, c'est tout ce qu'on a déjà aujourd'hui, mais plus. Parce que du coup, ce qu'on attend, c'est effectivement des événements qui vont être plus nombreux, potentiellement plus violents, plus destructeurs. Donc en fait, si on génère pas plus de robustesse, vu la fragilité des chaînes aujourd'hui, ce sera juste, voilà, comme je te dis, pareil, mais en pire, en un peu plus fort. Et à ça, on va pouvoir rajouter potentiellement l'émergence de nouvelles pathologies. Donc je pense aux pathologies infectieuses qui montent, comme le chikungunya, Zika, le palu, tout ça, qui potentiellement vont venir s'installer dans des régions plus au nord. Donc on a toutes les pathologies vectorielles notamment. On a cette perspective-là. Après, je pense qu'il y a des inconnus. Pour moi, en fait, il reste énormément d'inconnus, énormément d'incertitudes, parce que ça, c'est les choses qu'on voit venir, et je me dis, il y a peut-être aussi beaucoup de choses qu'on va pas voir venir.
parce qu'on a du mal à se projeter et qu'on ne sait pas exactement à quoi va ressembler le climat. Alors je pense pour la France en particulier. Des fois on aime bien dire ce sera le climat de Madrid et tout. Non, c'est faux. Ça c'est quand on regarde par exemple juste un critère qui va être la température. Mais le climat c'est plus compliqué que ça et c'est multifactoriel et donc en fait on ne sait pas exactement comment ça va être et comment ça va se manifester. Donc ça reste, je pense, très hasardeux de se projeter là-dedans. Et en même temps, on ne sait pas comment est-ce que ça va modifier notre mode de vie. Et notamment en fait, notre sédentarité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, vu la quantité de médicaments qu'on consomme aujourd'hui pour des pathologies chroniques qui sont largement évitables. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui pourront être positives de ce côté-là. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, il me semble qu'on n'a pas, on s'est pas suffisamment projeté. Il n'y a pas eu suffisamment de prospective dans les démarches qui sont faites aujourd'hui. Et moi, je l'ai remarqué notamment en bossant sur les appels à projets de France 2030 et tout ça, et sur la démarche qui a été faite donc de définir la liste des médicaments essentiels. On ne s'est pas projeté dans le futur. Et le problème, c'est que derrière, l'idée, c'est d'avoir en fait de stimuler une filière industrielle. Et une filière industrielle, ça met des années à se construire, mais il faut que ce soit pensé pour des décennies. C'est-à-dire que il faut s'imaginer que l'usine qu'on va mettre 8 ans à monter, on aimerait bien qu'elle tourne au moins 20 ou 30 ans. Et donc là, on a un vrai problème d'incertitude. Et que ce soit quand on a défini la liste des médicaments essentiels ou quand on essaie de cibler des projets industriels, en fait, pour moi, on le pense vraiment au présent et on ne s'est pas suffisamment projeté sur et si dans 15 ou 20 ans, les besoins ne sont pas du tout les mêmes. On n'aura pas rapatrié la production des bons médicaments, peut-être ? Donc, je trouve qu'il y a vraiment une problématique de prospective qui n'a pas été suffisamment fouillée, je pense, dans toutes ces démarches. Malgré les incertitudes, parce que je me doute bien qu'on ne va pas pouvoir prévoir beaucoup de choses. Tu veux en profiter pour nous parler de l'association Adrastia, dont tu es présidente. Ça paraît être opportun maintenant. Oui, si tu veux. Ouais. Donc l'association Adrastia, c'est une association qui s'intéresse aux risques systémiques et risques d'effondrement des sociétés. Alors ça fait pas très joyeux comme ça, effectivement, mais globalement, moi, c'est ça qui m'a permis de tomber dans la marmite énergie, climat, biodiversité, épuisement des ressources et tout ça, il y a un peu plus de 10 ans. Et sans ça, j'aurais pas eu cette vision-là. Et je pense qu'honnêtement, j'aurais pu faire le même parcours sans avoir l'inquiétude dont j'ai parlé tout à l'heure, l'inquiétude qui m'a motivée à écrire le livre, parce que j'ai réalisé en fait qu'on allait au-devant d'une crise sanitaire majeure si on réformait pas de fond en comble cette filière industrielle. Et donc c'est ces perspectives qui m'ont permis de me dire, mais en fait, vu les perspectives qu'on a, on va pas dans le bon sens. Pourquoi ? Je suis assez confiante. Autant il y a 10 ans, je vous aurais pas dit ça, mais maintenant je suis assez confiante parce qu'en fait, la bascule du monde, elle a eu lieu. Je sais pas si les gens s'en sont trop rendus compte, mais nous, il y a 10 ans, dans les cercles comme Adrastia, on parlait de cette bascule, et maintenant elle s'est opérée. Alors je vous donne un exemple tout simple, c'est que vous demandiez en 2018 ou 2019 à un industriel, est-ce qu'il était confiant que dans 3 ans, dans 5 ans, les matières premières pour son usine, l'énergie pour son usine serait moins chère? Moi, je pense que quasiment tous, ils auraient dit oui. Parce que c'est la dynamique qu'on avait toujours connue. On a vécu plus de 20 ans d'abondance et on avait cette dynamique en tête de forcément, ou même le nouvel iPhone, on est d'accord que dans 2 ans, il sera moins cher, quoi. On avait cette dynamique-là en tête. Et en fait, la bascule, elle s'est opérée. Ça y est. C'est-à-dire que maintenant, moi, je ne trouve pas un seul industriel qui va me dire « Ah non, moi, je suis confiant que dans 2-3 ans, l'électricité, elle sera moins chère et le verre pour ma prod, les principes actifs, ce sera moins cher. » C'est fini, ça. Ils ont tous conscience que dans le monde tel qu'il est configuré aujourd'hui, pour des questions de changement climatique, mais pour des questions d'instabilité géopolitique, etc., enfin bref, tout ce qu'on pressentait, ça y est, cette bascule, elle a eu lieu. Et c'est là où on se retrouve avec ce système dont je vous parlais, ce modèle économique du médicament qui ne pense que la baisse, et qui rentre en confrontation totale avec les perspectives de notre monde actuel, qui sont que les matières premières, l'énergie, vont coûter de plus en plus cher. Il fait comment un industriel
pour se projeter, quand il choisit pas le prix auquel il vend son produit, que la seule perspective qu'il a, c'est de prendre moins 10% dans 2 ans, puis dans 4 ans, puis etc. Et que lui, il sait que ses matières premières vont être de plus en plus chères. Il a du mal à investir dans son outil industriel, cette personne-là. Et donc, cette bascule, elle s'est opérée. Et j'ai envie de te dire, en fait, nous, on l'avait vu venir parce que c'était quelque chose qu'on pressentait. En tout cas, il nous semblait que tous les ingrédients nécessaires à ce que ça arrive étaient présents. Et effectivement, c'est arrivé. Et ça nous amène au paradoxe, c'est que le changement climatique est mauvais pour la santé, mais le système de soins contribue à aggraver le réchauffement climatique. Tu en parles très bien. Ça, c'est un problème parce qu'il faut qu'on continue à se soigner. C'est tout le paradoxe de notre société. C'est l'alimentation qui nous rend malades, etc. Et donc, effectivement, ça a été mis en lumière par les travaux du Shift Project. Alors, il y avait déjà eu une étude au niveau mondial qui avait montré que la santé, à peu près, c'était 5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. En France, c'est plutôt de l'ordre de 8%. Donc, effectivement, ça fait un peu vriller nos cerveaux de se dire que, du coup, en fait, on émet beaucoup de gaz à effet de serre pour se soigner et ça contribuer à générer un changement climatique qui va venir derrière potentiellement nous rendre malades ou impacter notre santé. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il est important de décarboner toutes nos activités de soins et de santé. Et moi, je pense que ça pose aussi une autre question qui est celle le fameux rapport bénéfice-risque. Donc, je pense que vous en avez tous un peu entendu parler. Un médicament, donc ça, je l'explique dans mon livre, un médicament, c'est toujours un compromis. Quel que soit le médicament que vous avez en tête, que vous pensez complètement inoffensif, non, un médicament, c'est toujours un compromis. Donc, c'est toujours un bénéfice attendu et un risque pris. Et la plupart du temps, vous avez de la chance, c'est-à-dire que vous avez le bénéfice et vous n'avez pas forcément le risque, qui peut être les effets indésirables, par exemple, mais c'est toujours un compromis. Et aujourd'hui, donc cette balance bénéfice-risque, elle est évaluée au moment où un médicament est mis sur le marché, et on va lui donner une autorisation si on considère que cette balance, elle est positive. C'est-à-dire qu'à l'échelle populationnelle, ça c'est important, c'est toujours des statistiques, le bénéfice est nettement plus important que le risque qui est pris. Donc ça, attention, c'est pas toujours vrai à l'échelle individuelle. Ça c'est un gros problème, c'est-à-dire que dans les effets indésirables, par exemple, il peut y avoir le décès. Et peut-être que ça arrivera que pour une personne sur 5 millions. Quand ça tombe sur vous, je peux vous dire que voilà, la balance bénéfice-risque, elle en prend un coup. Mais globalement, à l'échelle populationnelle, à l'échelle statistique, c'est à ce moment-là qu'on va décider de l'autorisation d'un médicament. Et qu'est-ce qu'on prend en compte pour mesurer ça? On prend en compte en fait les données du dossier d'autorisation mis sur le marché, c'est-à-dire sur les patients qu'on a étudiés à plus ou moins long terme. On va mesurer le bénéfice pour leur santé et le risque pour leur santé. Et en fait, on s'arrête là. Et donc, moi, la réflexion que je pose dans ce livre, c'est et si on ouvrait en fait cette notion de rapport bénéfice-risque dans le temps et dans l'espace, on n'aurait pas du tout les mêmes résultats. Alors, quand je dis dans le temps, c'est pour faire référence à cette notion de changement climatique, c'est de se dire, ouais, mais si on introduit aussi le risque pour la santé des personnes, mais dans 20 ans. Donc là, ça peut passer par les pollutions qui sont générées par la production du médicament, ça peut passer par la stimulation du changement climatique. Et donc, si on intégrait aussi potentiellement ces morts futures, quelle serait la balance aujourd'hui? Et quand je parle d'espace, là, c'est au même moment, si on intégrait aussi les impacts sur la santé des gens qui habitent à proximité des usines en Chine et en Inde. Donc, parce que nous, aujourd'hui, en France, ça fait quand même pas mal d'années qu'on bénéficie de médicaments qui sont bons pour notre santé, mais pour lesquels on ne paye pas les risques, en fait, parce qu'ils sont produits dans des conditions qui sont beaucoup plus laxistes d'un point de vue réglementaire côté environnemental. Et donc, en fait, il y a d'autres populations ailleurs dans le monde qui subissent en fait les effets de ces pollutions. Donc là aussi, si on les intégrait dans cette notion de rapport bénéfice-risque, je pense que voilà, le résultat serait pas exactement le même. Et donc moi, ça m'amène à poser beaucoup de questions
Donc je m'excuse par avance si je vais choquer des gens, mais sur tout ce qui est développement dans les maladies rares, parce que c'est là-dessus que tous les laboratoires vont maintenant, parce qu'en fait c'est là où ils ont encore espoir de sortir des innovations dans des niches dans lesquelles on n'a pas encore de traitement, et donc d'obtenir des très très bons prix. Mais du coup, moi ça me pose une vraie question éthique, qui est: est-ce que quand on investit beaucoup d'argent et donc qui va se transformer inexorablement en CO2 et en déchets pour développer un nouveau médicament, quand on commence à le faire pour des toutes petites populations de patients, est-ce qu'on est sûr que le rapport bénéfice-risque pour l'humanité est bon ? Et je suis pas sûre, parce que justement, enfin, les frais qui sont engagés et les recherches, il y a souvent ce que je pourrais appeler des frais fixes qui sont très importants. C'est-à-dire que pour développer un médicament, que ce soit pour 5000 patients ou pour 100 000 patients, vous avez quand même une part d'investissement qui est un peu incompressible. Et donc, moi, ça me pose vraiment question de se dire, est-ce que aujourd'hui c'est toujours une bonne chose de développer des nouveaux médicaments pour certaines maladies rares ? Je suis pas sûre que ce soit forcément bon pour l'ensemble de l'humanité. Ouais, ce d'autant que même les médicaments qui sont qui sont à grande échelle, le bénéfice en termes d'espérance de vie il est de plus en plus maigre. Hein. Historiquement, la médecine, l'espérance de vie ou notre santé de façon générale, elle s'est d'abord améliorée grâce à l'alimentation, grâce à l'hygiène, tout ça. Les médicaments sont arrivés, grosso modo, dans les années 60-80, où là, il y a eu un progrès. Mais là, globalement, tous les indices plafonnent et tous ces nouveaux médicaments qui arrivent, ils permettent pas, aux États-Unis, par exemple, l'espérance de vie baisse. En France, il y a des indicateurs comme la mortalité infantile qui commencent à réaugmenter. Donc, ça conforte ce que tu dis. C'est ce qu'on fait, ce dans quoi on investit. Ça pollue, et à l'échelle d'une population, les bénéfices ne sont pas forcément excellents. Tout à fait. Et du coup, j'ai envie de conseiller le premier livre de Jean-David Zetoun, La Grande Extension, qui est aussi absolument passionnant, justement, sur l'évolution de l'espérance de vie de l'humanité. Et effectivement, quand on regarde ça, toute la frise historique qu'il propose, on réalise que l'arrivée massive des médicaments, comme tu disais, c'était post-Seconde Guerre mondiale, ça a vraiment commencé à exploser à partir des années 50 et tout ça. Et on avait déjà à cette époque une espérance de vie qui approchait 60-65 ans. Donc on est tenté de se dire, finalement, tous ces médicaments, ils nous ont permis de juste gratter, alors juste entre guillemets, c'est quand même pas mal, 20 ans de plus. Et on serait tenté de se dire, si demain on peut plus produire de médicaments, peut-être que juste on perdrait. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Parce que sur cette même période, en fait, cette période d'industrialisation, se sont aussi développées les maladies qui vont avec. Et que à cette époque-là, les gens grandissaient dans un monde bio, globalement assez peu empoisonné, avec des aliments qui étaient sains, qui étaient riches en nutriments, enfin bref, tout ce qui va avec. Et donc, je suis pas forcément hyper confiante sur le fait qu'on pourrait se passer de médicaments et se dire on va revenir à une espérance de vie de 65 ans, ce qui est quand même pas mal du tout. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, faut penser global. Ouais. Ça fait 1 heure. On avait prévu un temps pour des questions. Donc, si vous en avez, s'il y a des choses que vous voulez partager ou questionner, c'est le moment. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, à tous les deux d'ailleurs, c'est passionnant. Par contre, tout est archi paradoxal, je trouve, effectivement. Donc, on parle de faire du bien à l'humanité, mais en même temps, avec certaines choses, on a du mal à en faire aussi. Parce que ce qui est même choquant, je dirais, c'est quand même la notion de profit. Donc, ça ne marche pas du tout ensemble, en fait, la santé, le soin, le profit. En tout cas, pour moi, si je puis me permettre de donner mon sentiment. Et alors, par rapport à ça, justement, j'aimerais avoir votre pensée par rapport à ce qui s'est passé pour le Covid. Donc, on a eu les vaccins qui sont arrivés assez rapidement. Et donc, j'aimerais bien savoir comment parce qu'on a dit tout et n'importe quoi. Il y a eu des complotistes. Bon, j'en fais pas partie. Il y en a toujours. Mais en tout cas, on a été complètement perdus. Même en essayant de lire des journaux, entre guillemets, sérieux. En fait, ça a été très, très compliqué de s'y retrouver.
Il y a Pfizer d'ailleurs qui a même été accusé de délit d'initié, donc pour montrer encore la notion de profit, jusqu'où elle va. Et donc j'aimerais bien savoir, vous justement, qui êtes vraiment en plein là-dedans, d'une façon très très développée, si j'ose dire, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu, si vous êtes d'accord, cette histoire de vaccin, qu'est-ce qui s'est un petit peu réellement passé. J'en profite. Ah, merci. Alors déjà pour votre première remarque, je suis tellement d'accord avec vous. C'est le paradoxe de notre société. Là, j'illustre ça sur le médicament parce que c'est mon domaine de compétence. Mais je pense que s'il y avait un agriculteur à ma place, ce serait la même. S'il y a un médecin qui parlait à ma place, ce serait la même. C'est la dissonance cognitive totale dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc je partage votre ressenti et effectivement, bon, je le mets en lumière, mais je ne sais pas si ça va changer. En tout cas, peut-être pas à très court terme. Sur la question de l'association santé-profit, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Sur le principe, je suis assez d'accord avec vous, parce que pour moi, c'est quelque chose qui, j'ai envie de vous dire, un peu comme l'armée, comme l'hôpital, ça aurait dû rester une responsabilité régalienne. Mais en fait, ça l'a jamais été vraiment. Et donc, d'un côté, je suis d'accord avec vous, en particulier pour les médicaments essentiels, mais d'un autre côté, en fait, ça s'est développé comme ça, c'est-à-dire que ce sont des entreprises privées qui ont développé les médicaments. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que maintenant, la plupart des médicaments essentiels n'appartiennent plus à des... Ils sont dans le domaine commun. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on se saisisse de cette opportunité de les produire nous-mêmes, sans objectif de profit. Mais donc, je suis d'accord avec vous, mais bon, dans le monde, ça s'est développé comme ça. Et aujourd'hui, on a fait de la santé un marché, en fait, que ce soit le soin ou le médicament. Et voilà, donc c'est choquant, mais effectivement, c'est comme ça un petit peu partout. Alors, pour revenir sur la question du Covid, alors, le vaccin du Covid, j'aime bien dire que c'est la bombe ultime si vous voulez gâcher un repas en famille. Moi, je trouve que c'est un truc magique. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de donner votre avis. Vous dites juste vaccin Covid et vous laissez tonton complotiste commencer à se friter avec tata bon petit soldat. C'est assez incroyable. Donc, en général, c'est un sujet que j'essaie d'éviter parce que de toute façon, les gens vont pas être d'accord avec ce que je vais dire. C'est devenu un truc, mais vraiment, je pense, complètement hystérisant. Mais je vais vous répondre quand même. En fait, je pense que cette période Covid, elle a été marquée par énormément de peur. Parce que au-delà de ce qui... Moi, je vais partir de... on avait quoi pendant cette période ? On avait des gens qui ne connaissent rien aux médicaments, y compris ceux qui nous gouvernent, je ne parle pas que des citoyens, qui n'y connaissent rien aux médicaments, qui n'y connaissent rien à son développement, qui n'y connaissent rien au vaccin. On avait à côté de ça un virus qu'on ne connaissait pas. Parce que là aussi, c'était la première fois que nous tous, grand public, en fait, on suivait de près, en temps réel, en fait, une épidémie. Et il y a eu, en fait, un conflit entre le temps de la médecine, le temps de la recherche et le temps auquel nous, maintenant, on est habitués à avoir des réponses. Et normalement, ce temps-là, on n'y est pas exposé. Je veux dire, à part si vous avez un enfant qui souffre d'une maladie rare et que tous les ans, vous suivez les essais cliniques, etc., normalement, vous suivez jamais ça, en fait. Toute cette phase, elle se passe en coulisses et vous avez le médicament au bout et vous n'avez pas connaissance de tout ça. Et là, le problème, c'est que donc on avait donc tout un public qui ne comprenait rien à tout ça, qui voulait suivre en temps réel l'évolution de quelque chose qu'il ne comprend pas et qui était terrorisé. Ce qui n'aide pas du tout à réfléchir calmement, ce qui n'aide pas du tout à être nuancé et ce qui n'aide pas du tout à gérer l'incertitude. Parce qu'en fait, on nageait en pleine incertitude, que ce soit pour comprendre qui était ce virus, comment est-ce qu'il fonctionnait, comment est-ce qu'il tuait, comment le prendre en charge. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Et pareil quand on développe un nouveau vaccin. Et en fait, je pense que personne n'était préparé à ça, et je l'évoque dans mon livre, faire la paix avec cette incertitude. C'est très très dur à gérer et c'est quasiment impossible à gérer quand vous avez très très peur. Et donc, c'était vraiment, je pense, un terreau pour toutes les théories complotistes qui se sont développées. Et donc, ce vaccin, il a été développé sous les projecteurs, littéralement. Et donc, vous l'avez souligné, il y a eu beaucoup, alors je ne sais pas si c'est du complotisme, en tout cas de la désinformation.
qui s'est répandu parce que aussi quand on dit des choses qui font extrêmement peur et qui choquent, ça se diffuse tellement mieux qu'une information juste et forcément très nuancée d'un scientifique. Ça accroche pas trop les gens en fait. Quand on commence à dire ça on sait pas, ça, et surtout quand on commence à être honnête en tant que scientifique, on parle au conditionnel. Et ça rassure pas les gens. Les gens, ils vont préférer écouter le gars qui dit moi je sais. Moi, j'ai la vérité, moi, j'ai le remède et tout ça. Ça marche beaucoup mieux. Et donc, c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que la désinformation a eu beaucoup plus de succès que l'information de qualité, malheureusement, dans ces temps-là. Et donc, le vaccin qui a été développé, je vais vous donner moi ma position personnelle. Du coup, j'ai une vision assez froide des choses. C'est que moi, j'ai travaillé beaucoup dans le développement clinique. Donc, moi, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire quand la phase 3 elle a été publiée, je l'ai lu, j'ai regardé, j'ai fait un peu waouh sur les résultats parce que c'est rare qu'on ait des taux d'efficacité de ce type-là sur des vaccins. Et effectivement, les vaccins à ARN-M sont particulièrement efficaces. Et moi, j'ai même pas réfléchi une seule seconde avant de me vacciner. Et donc c'est après que sont développés tout. Parce que je tiens à rappeler que le vaccin, il est arrivé quand même quasiment 1 an après. Et que pendant longtemps, les gens se plaignaient qu'on n'ait pas de vaccin. Et donc, ça crachait sur Sanofi parce qu'ils n'étaient pas assez rapides, etc. Et qu'à partir du moment où le vaccin était disponible, d'un seul coup, l'opinion publique a basculé sur on essaie tous de nous tuer. C'était juste désolant à observer parce que ce vaccin, c'était un compromis, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'était un compromis comme les autres. C'est-à-dire qu'il était absolument pas parfait et que bien sûr qu'il y a des gens qui allaient mieux répondre que d'autres, bien sûr qu'il y avait des effets indésirables, bien sûr qu'il y avait des risques, mais en tout cas, à l'échelle populationnelle, il avait démontré largement son efficacité. Et son efficacité sur quoi? Sur ce qui était clairement mentionné dans l'étude. C'est-à-dire que jamais on a dit qu'avec un vaccin empêchait d'attraper une maladie, par exemple. Et combien de fois j'ai entendu des gens qui disent c'est mensonger, ce vaccin, il n'empêche pas d'attraper le Covid. Donc je me suis dit, mais il se passe quoi dans la tête de ces gens? Ils s'imaginent que c'est quoi? C'est genre un dôme magique, un vaccin qui les entoure. Un vaccin, ça stimule votre système immunitaire. C'est-à-dire que pour qu'il exerce son efficacité, il faut que le virus y soit rentré, qu'il ait activé votre système immunitaire. Donc ça n'a pas de sens d'imaginer qu'un vaccin puisse empêcher d'attraper une maladie. Un vaccin, c'est toujours pour éviter de développer en fait, la maladie, de développer notamment ses formes les plus graves. C'est un réducteur de risque, en fait, un vaccin. Mais c'est jamais une barrière absolue. Donc voilà, je vous cite un exemple de désinformation qui a eu beaucoup de succès. Et quand on sait comment fonctionne un vaccin, on est juste désolé qu'il y ait autant de gens qui puissent croire ce genre de choses. Il y a eu aussi le coup du... ils n'ont pas terminé la phase 3. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, ça, j'ai halluciné. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui n'y comprennent rien et qui sont allés fouiller dans des documents qui les dépassent, parce qu'il n'y a pas cette culture du développement clinique. Et il y a des gens qui ont vu que la date de fin de l'essai de phase 3 était assez loin. Et ils ont dit, ouais, ils ont lancé le médicament alors que la phase 3, elle n'était pas terminée et tout ça. C'est juste hallucinant. Donc en fait, quand vous mettez en place un essai de phase 3, souvent, ce qui va être le plus challengeant pour vous, c'est ce qu'on appelle la phase de recrutement. C'est de recruter des patients. C'est-à-dire que c'est pas le laboratoire qui recrute, hein. Il a des médecins. C'est les médecins qui voient les patients, donc les médecins qui sont investigateurs de l'étude et qui vont, au fur et à mesure que les patients se pointent dans leur cabinet, parce qu'ils vont pas les chercher chez eux, repérer les patients qui correspondent aux critères pour rentrer dans l'étude et les inclure. Et souvent, c'est une étape qui est compliquée. Et donc, en fait, on met toujours une date de fin d'essai la plus lointaine possible, parce que si jamais on recrute moins vite que prévu, on n'est pas obligé de faire toute une démarche administrative pour repousser la date de l'essai. Et donc, en fait, ils avaient mis une date assez lointaine pour être tranquilles. Autant vous dire que pendant le Covid, ils n'ont pas eu de problème de recrutement. Je pense que ça a été le recrutement le plus rapide de l'histoire du développement clinique qu'on n'a jamais vu. Et donc, forcément, l'essai, il s'est terminé plus tôt parce que ce qui détermine la fin de l'essai, c'est quand on a atteint la population cible. Donc ça, c'est des biostatistiques, c'est des statisticiens qui disent pour qu'on ait une puissance statistique nécessaire pour démontrer l'efficacité, il faut tant de patients au moins inclus. Et en fait, on les a atteints très rapidement. Voilà, c'est une explication toute bête d'un truc et que je vois encore. Il y a encore des gens qui commentent en disant cet essai n'est toujours pas terminé. Voilà, donc tout ça a fonctionné juste parce que
les gens ne savaient pas, et que je pense que les gens qui étaient en capacité de communiquer là-dessus et de dire ça sont un peu trop honnêtes et un peu trop nuancés, et un peu trop scientifiques, et que du coup ça marche pas avec le grand public, ça, bien souvent. Il y en a eu plein. En fait, l'info, elle était partout. Il y a la Société française d'anesthésie et réanimation qui avait fait un travail fabuleux et tout. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est de l'info qui est relativement austère. En plus, il y avait une méfiance qui se développait à ce moment-là contre les autorités, notamment contre les autorités de santé, qui s'est après diffusée aux sociétés savantes. Une défiance globale qui a fait qu'on préférait écouter le gars sur YouTube qui commence sa conf en disant on m'empêche de parler sur YouTube, on essaie de me faire taire, et qui derrière balance des trucs que les gens ont envie d'entendre et qui sont hyper appétants, du style moi je sais, j'ai la vérité. Et ça diffuse beaucoup plus vite que les petits documents et les petites fiches d'information de l'Agence du médicament ou de la Société française d'anesthésie et réanimation, malheureusement. Donc l'info, elle était là. Hein. C'est juste que elle a pas pris, quoi. Bonjour et merci pour ce retour. Je vais poursuivre un peu sur le côté paradoxal de la santé. Alors moi, je suis agronome et donc je travaille justement pour la filière des plantes médicinales. Ah, super. Et je vous ai découvert très récemment parce que j'avais contacté Pablo Servigne pour une conférence et son assistante m'a donné une liste dont vous faisiez partie et j'ai vu que vous travaillez sur le sujet. Alors, ça m'intéresse très fortement parce que justement, moi, j'avais depuis un moment ces questionnements sur comment en fait pallier aux problématiques de souveraineté sanitaire. Si face à toutes ces crises, demain on peut plus importer justement tous ces médicaments. Et aujourd'hui, on n'a plus trop de production vraiment locale, en tout cas pour satisfaire tout cela. Et les questions que je me pose notamment, c'est on voit bien qu'on veut le bien de tous, qu'il faut faire attention à l'environnement, aux ressources, etc. En même temps, on a aussi les problématiques liées à l'industrie pharmaceutique. Enfin, il y a un petit peu cette confrontation entre le côté industrie pharmaceutique avec les médicaments de synthèse et en même temps les soins à base de plantes. Comment est-ce que vous voyez un petit peu la possibilité d'accorder tout cela ensemble, parce que si justement on veut avoir un peu plus de souveraineté sanitaire et redévelopper les soins avec les plantes et la relocalisation des plantes, voilà, comment est-ce que vous verriez cela? Qu'est-ce que vous pensez de la phytothérapie, en tout cas pour faire face à l'avenir? Merci beaucoup pour cette question. C'est chouette d'avoir une agronome dans la salle. Alors, juste petite parenthèse perso, j'ai passé mon BPREA et je me suis spécialisée en PAM, donc en production aromatique et médicinale, c'était pendant le Covid, donc il y a 6 ans, parce que justement, je trouve ça super intéressant. Je l'évoque aussi dans le livre, dans toute la partie se soigner au-delà du médicament, parce que le médicament, c'est un outil de soin parmi d'autres, effectivement. C'est un outil qui finalement est un outil d'époque. Hein. On est dans une époque industrielle avec des maladies qui sont liées aux activités industrielles et du coup on utilise des médicaments industriels. Ce qui est intéressant, c'est de revenir en arrière et de se dire l'herboristerie, c'était effectivement c'était le précurseur de la pharmacie. L'humanité a commencé à se soigner avec des champignons, avec des plantes notamment. Donc c'était un savoir-faire qui était super développé et qui finalement a été complètement évincé par l'émergence de la pharmacie industrielle. Donc tout ça s'est fait post-Seconde Guerre mondiale, avec en plus des petits corporatismes au passage, puisque du coup la profession d'herboriste a été vraiment mise sur le banc justement par le corporatisme pharmacien. Et je trouve ça dommage parce que finalement ce sont des savoir-faire qu'on a perdus, qui de mon point de vue n'auraient pas forcément fait d'ombre entre guillemets à l'industrie pharmaceutique. Et j'ai bon espoir que ça se redéveloppe. En tout cas, je vois beaucoup de gens, notamment beaucoup de femmes autour de moi, qui s'intéressent aux aromatiques et médicinales, enfin à tout ce qu'on peut faire en termes d'herboristerie. Donc j'espère que ça a de l'avenir. Après, je resterai assez modérée sur les espoirs qu'il faut nourrir par rapport à ça. Parce que c'est certes très intéressant et je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait faire avec l'herboristerie en remplacement de certains médicaments chimiques. Par contre, il ne faut pas se voiler la face. On ne pourra pas du tout
avoir le même niveau de soins qu'on a aujourd'hui avec l'herboristerie. Hein. Voilà, faut juste garder ça en tête. Comme je vous disais, les médicaments chimiques industriels sont arrivés parce que aussi se sont développées des pathologies qui sont en lien avec nos activités industrielles. Et voilà, je n'ai pas d'espoir pour que demain on puisse soigner des cancers avec de l'herboristerie en fait, hein, avec des plantes. Après, il y a aussi, je pense, une période, peut-être qu'il y aura une période à passer où en fait on aura une certaine inertie, une certaine rémanence de toutes ces maladies qui ont été causées par la pollution, et peut-être que derrière, en fait, il y aura une période où on fait beaucoup plus de prévention, qu'on sera en meilleure santé, dans un monde moins pollué, et qu'on pourrait retrouver effectivement une bonne espérance de vie juste avec des plantes des plantes et puis quelques produits assez basiques, assez low-tech comme on les avait au début du XXe siècle en fait. Mais en tout cas, il va y avoir une phase un peu difficile à passer parce qu'il y a pas mal de polluants qu'on a balancés un peu partout et qui ont une certaine durée de vie dans l'environnement. Donc je pense que c'est une très bonne chose et que j'espère que ça va continuer de se développer parce qu'il y a du potentiel de ce côté-là. Bonjour. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de Bordeaux. Je suis de Bordeaux aussi. Merci. Est-ce que vous abordez la question des médicaments contrefaits ? Ouais. Alors, dans le livre, en fait, vous avez un fil rouge qui est comprendre pourquoi les pénuries. Et juste pour la petite histoire, pour construire en fait le fil rouge, donc l'histoire du livre, j'ai fait un petit sondage. J'avais fait un petit truc avec 4 questions que j'ai envoyées à tout le monde autour de moi, donc dans le club de sport, club de Scrabble de ma mère, donc vraiment grand public. Et j'ai eu près de 40 réponses. Et en fait, ça m'a permis de découvrir quelles étaient les inquiétudes des gens, leur exposition aux pénuries de médicaments. Est-ce qu'ils pensaient connaître déjà les causes, donc potentiellement les a priori qu'ils avaient. Et c'est ça qui m'a permis de construire en fait le sommaire du livre. Et donc c'est pour ça que le livre, la première question, c'est les pénuries, mais ça veut dire quoi ? On parle de quoi ? Ensuite, pourquoi est-ce qu'on ne produit pas assez ? Parce que la première cause, c'est ça. Comment ça se fait alors qu'on dit partout que l'industrie s'en met plein les poches ? Pourquoi est-ce qu'ils produisent pas assez alors que c'est rentable ? Ensuite, pourquoi est-ce qu'on dépend d'autres pays ? Donc vous avez ce fil rouge où en fait je décris petit à petit, je déroule la pelote et tout au long du livre, j'ai casé plein d'encadrés. Donc qui sont parfois en lien avec le fil rouge, parfois pas trop, avec plein de petites choses utiles à savoir sur le médicament. Donc et vous avez notamment un encadré sur les contrefaçons de médicaments et comment s'en protéger. Voilà, parmi plein d'autres encadrés, j'en ai fait un sur d'où ça vient les effets indésirables. J'en ai fait un sur où conserver ou ne pas conserver les médicaments chez soi. Enfin, du coup, il y a plein de petits encadrés de culture générale du médicament tout au long du livre, dont ce sujet-là. Et pour répondre à votre question, quand même, non, pas trop quand même. Mais au-delà du teasing sur l'encadré dans le livre, les médicaments contrefaits, c'est une problématique terrible dans le monde et on a tendance à l'oublier en France parce qu'on est complètement protégé. En France, si vous achetez un médicament en pharmacie, vous avez aucune chance de tomber sur une contrefaçon. Et je vous dis ça parce qu'il y a plein d'autres pays hyper développés, y compris en Europe, où vous pouvez tomber sur une alors moins maintenant en Europe depuis la sérialisation, mais où vous pouvez tomber sur un médicament contrefait au comptoir de la pharmacie. Alors, et j'allais en arriver là, et donc en fait, je vous parlais de acheter en pharmacie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, on a un circuit du médicament qui est hyper sécurisé. Donc, c'est-à-dire que le médicament, depuis son lieu de production, en passant par éventuellement un entrepôt de stockage, puis le grossiste répartiteur, puis la pharmacie de votre quartier ou de l'hôpital, en fait, il est suivi et toujours sous la responsabilité d'un pharmacien, jusqu'au moment où la boîte sort avec vous de la pharmacie. Et donc, en fait, c'est un circuit qui est complètement fermé. Et qu'il est d'autant plus depuis la sérialisation que je cite pour la 3e fois sans vous l'avoir expliqué, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on a c'était 2021 je crois, il y a une obligation de traçabilité par boîte. Donc vous avez peut-être remarqué que par rapport à il y a quelques années, les boîtes ont changé, maintenant elles sont complètement fermées et dessus vous avez un data matrix. Ce qui n'était pas le cas avant, si vous vous rappelez. Donc c'est ça la sérialisation, c'est-à-dire que chaque boîte de médicaments porte un code unique. Et au moment où le pharmacien vous la délivre, en fait, le numéro est sorti de la base.
C'est-à-dire qu'on considère que cette boîte, ça y est, elle est sortie. Donc un numéro ne peut passer qu'une fois. Et donc ça rend complètement hermétique ce circuit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune boîte qui peut rentrer à un moment, en fait, dans le circuit. Donc ça, c'est ce qui fait que le circuit est hyper sécurisé. Et donc le seul risque qui peut encore exister, c'est effectivement d'acheter des médicaments sur Internet. Et donc je n'aurai qu'un conseil, n'achetez jamais de médicaments sur Internet. En France, vous avez de très fortes chances de tomber sur des contrefaçons. Donc c'est vraiment, je sais que ça peut être tentant, mais ne le faites jamais et vous n'aurez pas de problème. Bon, merci déjà. Merci Laetitia. C'est vraiment, je suis toujours émerveillée de ta façon d'aborder les choses et je trouve que c'est d'une précision et d'une justesse, voilà, avec une rigueur scientifique. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a vachement marquée dans ta présentation. C'est que, on a pas mal parlé à Adrastia de l'effondrement de la société, qui pour moi venait avant tout finalement du risque de pénurie dont tu parles là, etc. Mais ce que je comprends en fait, c'est qu'on a déjà un effondrement que j'ai pas vu venir dans tout ce que tu décris, qui est l'effondrement total du modèle en fait économique, et en fait où justement on a cette incapacité totale à évoluer, qui nous fait perdre notre résilience. Enfin, en fait, c'est ce que tu décris. Et je me demandais si tu voulais développer un petit peu plus ce côté, justement, de cette société que moi, je perçois aussi dans mon... du coup, moi, je suis architecte, donc dans mon métier, en tant que présidente des architectes de la rénovation, je vois tous les jours la problématique dans la rénovation. Je vois que là, tu la pointes aussi. Et tu parlais de notre incapacité à voir le monde évoluer. J'aimerais bien que tu en dises plus avec ce regard. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci donc, vraiment. Laetitia, qui a fait partie du conseil d'administration d'Adrastia, donc on se connaît par ce biais-là, et que je suis ravie de revoir. Alors c'est intéressant parce que du coup, nous on avait l'habitude de parler d'effondrement et tout dépend ce qu'on met en fait derrière ce terme. J'ai évoqué tout à l'heure une notion de bascule. Parce que finalement c'est ça, peu importe qu'on appelle ça effondrement ou pas, c'est un moment de changement. Qui peut être plus ou moins brutal, plus ou moins drastique, mais en tout cas, c'est un moment de changement et que j'ai appelé effectivement bascule. Et ce qui nous met dans le rouge, clairement, c'est notre inertie. Et dans mes conférences, souvent, j'insistais beaucoup sur faire la paix avec le changement. Et je pense que ça, c'est un facteur de résilience hyper important. Plus on va avoir d'inertie à réaliser les choses, plus on risque de se cracher fort en fait. Et j'ai envie de faire un petit parallèle, c'est parce que du coup dans mon métier de chercheur, je travaille beaucoup sur tout ce qui est prise en charge des crises en fait, réaction en temps de crise. Et il y a un facteur qui est hyper important, c'est le temps qu'on met à comprendre qu'on est dans une crise en fait. Vous savez, ce petit moment de sidération où en fait vous dites non, c'est pas possible. Quand il y a une catastrophe majeure ou quelque chose comme ça, il y a un certain temps d'inertie avant qu'il y ait une bascule de bon, ok, j'ai compris. Et donc, je vais adapter en fait mon comportement. Et ce que tu pointes, en fait, c'est ça, c'est cette inertie totale du système. Et je pense que c'est lié aux humains qui le font, ce système. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est dans une société patriarcale qui valorise aussi et qui met à beaucoup de postes de pouvoir des gens qui sont plutôt âgés, plutôt des hommes. Et en fait, ça, c'est assez humain. Quand ça fait 30 ans qu'on a vu les choses se passer d'une certaine façon, on a d'autant plus de mal à concevoir les choses d'une façon différente. Et c'est pour ça que je pense que notre monde, d'une façon générale, mais toutes nos gouvernances et tout ça, ça manque cruellement de jeunes. Et je pense que ça en a toujours manqué, parce que je pense qu'en fait, ceux qui nous représentent devraient nous représenter à tous les titres. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir moitié de femmes, il devrait y avoir une représentativité des tranches d'âge, il devrait y avoir des représentants des enfants. Mais bon, bref, et ça a toujours été le cas, mais je pense que maintenant, c'est devenu crucial et vital. Parce que justement, le monde est en train de basculer, il est en train de changer vite et qu'on se retrouve coincé par l'inertie de tous ces gens qui sont au pouvoir et qui n'arrivent pas, en fait, ou en tout cas mettent beaucoup plus de temps que d'autres à concevoir le changement. Et là, effectivement, ce qui se passe sur le médicament, c'est un bon exemple parce que le monde a basculé et ils sont tous coincés dans ce modèle parce que en fait, ce que je dis, ce qu'il faut, c'est une réforme de fond en comble du modèle économique du médicament. Je l'ai un peu évoqué ici, mais je fais des propositions de modification de façon dont sont calculés les prix, etc. Et ça, c'est une énorme réforme. Et en fait, je pense que juste tout cela, ça leur fait peur, en fait. Et que qui va avoir envie de lancer et de porter la responsabilité de ce chantier ?
Notre société est devenue une énorme machine hyper complexe et du coup avec une énorme inertie qui clairement, effectivement, nous met dans la panade parce que là, on arrive à des moments de la vie de l'humanité où il faudrait qu'on soit capable d'être hyper flexible, hyper réactif et d'opérer des changements importants assez rapidement. Et malheureusement, c'est pas le cas. Ouais. Les leviers, c'est une bonne question. Là aussi, j'ai envie de dire, faudrait tout réformer à notre façon de fonctionner. Mais alors là, moi, mon point de vue personnel, c'est qu'il faudrait qu'on arrête de donner du pouvoir à des individus. Donc c'est très simple, c'est que je pense que c'est une erreur que les gens à qui on donne trop de pouvoir ou à qui on permet de cumuler trop d'argent, c'est juste à les rendre cons en fait. Et que je pense qu'il faut plus que les individus aient du pouvoir. Moi, je serais pour que tout soit décidé par des groupes de citoyens tirés au sort. Ce qui permet d'éviter toute corruption, ce qui permet d'éviter d'avoir l'intérêt personnel qui prime sur l'intérêt collectif. Je pense qu'il faudrait refondre complètement notre façon de fonctionner dans notre société. Mais c'est peut-être un peu gros là, non ? Voilà, qu'il n'y ait plus un individu qui ait du pouvoir, vraiment trop de pouvoir sur les autres, parce qu'on voit où ça nous a menés en fait. On est allé loin là, mais merci pour ta question. J'ai une question rapide qui me vient par rapport à la gestion des ressources et notamment la problématique de l'aluminium, etc. Est-ce qu'il y aurait possibilité un jour, et par rapport aux problématiques réglementaires justement d'ouverture des médicaments et tout, de revenir à du vrac en pharmacie, de mettre des gélules dans des contenants en verre ou je sais pas. La question qui tue. Alors, ça m'étonnait parce que c'était la première rencontre où j'avais pas encore eu la question et la dispensation à l'unité. Alors, c'est vrai que c'est super séduisant parce que les pays qui fonctionnent avec une dispensation à l'unité, ça fonctionne très bien. Alors, attention, ils n'ont pas forcément moins de gâchis, hein. Là aussi, parce on fait toujours ce lien en se disant ouais, mais du coup, cyclamètre, tout ça. Il y a aussi du gâchis aux États-Unis, par exemple, notamment parce que sur un traitement chronique, si par exemple vous devez changer de molécule ou changer de dosage, de toute façon, on vous avez prescrit 28 ou 30 jours et on vous les aurait filés dans le petit flacon. Donc il y a plein de situations, notamment sur les traitements chroniques, où ça ne changerait rien. Donc ça paraît séduisant, mais il faut savoir que ces pays, en fait, ils ont toujours eu ce système-là. Et que nous, il ne s'agirait pas de revenir au vrac. On n'a jamais été au vrac, en fait. Ou alors, c'était une époque où on parlait de préparation magistrale. Donc, c'était le pharmacien qui les faisait. C'était une époque vraiment différente. On n'a jamais fonctionné avec du vrac industriel, en fait. Et donc, toute notre industrie et toute notre chaîne de distribution, elle s'est construite sur un modèle avec des boîtes. Et donc, venir à une dispensation à l'unité, un déconditionnement et tout ça. Donc moi, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Pourquoi ? Parce que déjà, en termes de sécurisation du circuit, c'est quand même dommage d'en être arrivé à des boîtes inviolables et avec un data matrix pour après les ouvrir et aller couper les blisters sur le comptoir de la pharmacie. Donc en termes de traçabilité, on a connu mieux. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça veut dire qu'il faudrait qu'on change, qu'on modifie tous nos outils industriels. Il faudrait que les pharmaciens d'officine qui sont équipés de robots, ils changent toutes leurs machines. Donc moi, il me semble que dans le monde dans lequel on est maintenant, c'est vraiment pas le moment de se dire tiens, on va changer toutes les machines, on va changer toutes les lignes de prod. Je pense que c'est vraiment pas le moment de faire ce changement-là. Ensuite, autre point, ce serait d'autant moins une bonne idée que la France soit la seule à faire ça. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on va créer une spécificité d'un pays, on va limiter la fluidité des échanges de boîtes. Parce qu'en fait, quand il y a des pénuries ou même quand il y a des tensions, très souvent, les pays européens se dépannent les uns les autres. Et donc, plus on va avoir des différences entre les conditionnements, plus ça va limiter cette fluidité. Pour des questions de complexité réglementaire. Mais globalement, quand vous avez un sirop qui est en format 250 ml en France, quand il est 300 ml en Italie, c'est moins facile à importer. Enfin, pour des raisons réglementaires, plein de choses. Donc en fait, si on veut avoir une fluidité dans le marché européen et pouvoir se dépanner avec les stocks les uns des autres, il faut qu'on essaie d'avoir le plus d'harmonisation possible. Donc en plus, créer une exception française, c'est jamais une bonne idée dans un marché européen. Ensuite, autre point. En fait, c'est déjà autorisé pour les antibiotiques, la dispensation à l'unité, donc votre pharmacien peut le faire. Et c'est même obligatoire
lorsqu'il y a une tension sur cet antibiotique. Donc pénurie ou risque de pénurie. Ça, souvent, on ne le sait pas, mais c'est autorisé, voire obligatoire depuis quelque temps. Justement, pour des médicaments pour lesquels il y a un avantage évident, en fait, à le faire dans une période de tension. Et le dernier point, en fait, il y a une étude, ça fait très longtemps qu'on parle de ça, et il y a une étude qui a été menée pour essayer d'évaluer le bénéfice de 2017 à 2019, je ne sais plus, et qui a montré qu'en fait, non, ça n'avait pas d'intérêt particulier. Donc, on a déjà fait le test sur le territoire français pour voir si ça pouvait apporter quelque chose. Et voilà, donc je pense qu'il y a des choses bien plus importantes à réformer, en tout cas, que ça, même si ça nous donne l'impression que ça fait beaucoup de gâchis. Peut-être qu'on peut continuer la discussion de manière plus informelle. Et en tout cas, merci beaucoup Clémence Marc. Madame avait une question ? Ouais, on peut en prendre une. Juste une question, je voulais savoir les médicaments qu'on donne à la pharmacie cyclamène, comment ils sont détruits, qu'est-ce que deviennent les déchets et est-ce qu'ils ne pourraient pas être recyclés ? Alors, très bonne question, merci. Donc, c'est une filière qu'on appelle Cyclamed, c'est-à-dire que votre pharmacien a l'obligation de récupérer tous les médicaments que vous lui ramenez, qu'ils soient périmés ou non. Alors, juste une petite pensée pour eux, ramenez-leur que les médicaments. C'est-à-dire que les boîtes en carton et les notices, s'il vous plaît, mettez-les au recyclage. Voilà, donc l'idée, c'est d'apporter les blisters, par exemple, les flacons, enfin tout ce qui est en contact avec le médicament. Mais tout ce qui enrobe, tout ça, c'est pas du médicament. Et donc ça peut partir en filière de recyclage. Et voilà. Donc, parce que sinon, votre pharmacien va le faire derrière. Donc cette filière Cyclamed, elle est financée par l'industrie pharmaceutique. Tous les industriels qui vendent des médicaments contribuent en fait. Ils ont une taxe tout simplement pour ça. Et ces médicaments, ils sont incinérés. Ils sont incinérés parce que c'est aujourd'hui le meilleur moyen qu'on a trouvé de détruire en fait des médicaments. Parce que le principal objectif, c'est surtout que ces médicaments ne se retrouvent pas dans l'environnement. Donc s'il vous plaît, ne jetez jamais les médicaments dans les toilettes, dans le lavabo, dans ce que vous voulez, même les formes liquides. Pourquoi ? Parce que les médicaments, ils ont été sélectionnés parce que ce sont des molécules qui sont biologiquement actives. Donc, ils vont avoir un impact sur toutes les formes de vie qui se trouvent dans l'environnement. Donc, il faut surtout pas, et vous savez que tout ce qui part dans vos toilettes ou dans les voies d'évacuation, tout ça, ça finira dans la nature, dans la mer. Donc, voilà. Donc, surtout, ne jetez jamais les médicaments en dehors de Cyclamed. Et derrière, alors, un médicament, ça ne se recycle pas. Tout simplement parce qu'en fait, on ne pourra jamais séparer les ingrédients qui sont dans le médicament. Donc là, c'est la deuxième loi de la thermodynamique à laquelle je fais référence. Mais du coup, en fait, la façon dont ils ont été arrangés fait qu'on ne pourra jamais, en tout cas, réextraire la molécule du médicament fini, ou en tout cas, pas avec un renfort de matière et d'énergie raisonnable. Donc on ne peut pas recycler les médicaments. Et dernière petite parenthèse, qu'ils soient périmés ou non, ça ne change rien. Parce qu'on pourrait se dire, du coup, on pourrait récupérer les médicaments non périmés. Eh bien non, pourquoi ? Parce que un médicament qui vous a été délivré, il est sorti du fameux circuit dont je vous parlais. Et le circuit pharmaceutique, alors ça permet d'éviter qu'il y ait une contrefaçon qui rentre, mais surtout ça permet de garantir que tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il arrive chez vous, le médicament, il a été conservé en fait dans des conditions qui sont optimales. Et à partir du moment où vous partez avec la boîte, on n'a plus cette garantie. Parce que peut-être que vous allez mettre le sachet sous le pare-brise par une journée de 40 degrés, ou peut-être que, comme beaucoup de gens, vous allez stocker vos médicaments dans la salle de bain, et donc ils vont être régulièrement exposés à des pics d'humidité. Donc là, je vois tout le monde qui est en train de se dire « Merde, je les ai dans la salle de bain ». Non, pas vous, parce que bien souvent, c'est le cas. Et c'est un des pires endroits où stocker les médicaments chez nous, parce que variation de température et humidité, donc tout ce qui abîme un médicament. Donc, en fait, quand votre pharmacien récupère cette boîte, il ne sait pas ce que vous lui avez fait subir. Ça veut dire que du coup, son usage est plus sécurisé pour un futur patient. Parce que peut-être que la boîte, elle a subi des températures extrêmes ou des pics d'humidité et qu'en fait, son efficacité n'est plus garantie. Et donc, le médicament pourrait être potentiellement dangereux pour un autre patient. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les réutiliser. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a arrêté les transmissions humanitaires. Pendant un moment, il y avait des associations qui récupéraient ces médicaments pour des raisons humanitaires.
Et pour des raisons éthiques évidentes, on a arrêté de faire ça. Parce que si ces médicaments ne sont pas garantis pour les Français, il n'y a pas de raison qu'ils soient bien pour d'autres patients dans le monde. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter une rencontre avec Clémence Marc, auteure de Faire sans, les pénuries de médicaments qui menacent nos sociétés, paru aux éditions Actes Sud, enregistrée à la librairie Ombre Blanche vendredi 10 avril 2026 et réalisée et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.